Hello mes enfers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors installez-vous bien confortablement et prenez votre jus de grenade parce que comme d'habitude, ça va être explosif. Aujourd'hui, je vous parle d'un tueur en série ukrainien qui a confessé 53 meurtres et qui est surnommé le tueur de Rostov, le boucher de Rostov, le monstre de Rostov. Alors, vous le connaissez? Non? C'est parti! Andrei Chikatilo naît le 16 octobre 1936 dans le petit village Diablotchnoï. Je vous l'écrirai parce que je suis vraiment pas sûre de la prononciation. D'ailleurs, pardon d'avance parce que dans cette vidéo, je pense que je vais écorcher beaucoup de noms. Et donc ce petit village est situé au nord-est de l'Ukraine. Je pense que c'est certainement le pire endroit et le pire moment pour naître, car à cette période, la région était dirigée par Staline. Ses parents étaient relativement pauvres, Chikatilo ne mangeait pas tout le temps à sa faim, et j'ai même pu lire que parfois il était obligé de manger de l'herbe et des feuilles. À prendre avec des pincettes, je ne suis pas sûre que ce soit vrai. Sa mère lui raconte que son frère Stéphane, de 4 ans, son aîné, a été enlevé, tué et mangé par des voisins cannibales. Donc ça, c'est le contexte dans lequel il est né et il a grandi. Adolescent, Chikatilo lit beaucoup et il participe à des rassemblements et des réunions avec le Parti communiste et il parvient notamment à intégrer le mouvement des jeunesses communistes. Il est très populaire et ses professeurs l'aiment beaucoup car c'est un adolescent qui est très studieux et qui ne rechigne jamais à chanter les hymnes à la gloire de Staline. À 21 ans, il rejoint l'armée soviétique et comme l'exige la loi, il sert 2 ans dans l'armée. Avec les filles, en revanche, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il souffre d'une impuissance chronique, ce qui en fait la risée du village. Heureusement pour lui, sa sœur Tatiana lui présente une amie à elle qui s'appelle Feodosia Odnacheva et elle se montre très aimante et compréhensive envers lui. D'ailleurs, les deux amoureux se marient en 1963. Et malgré ses pannes sexuelles répétées, ils arrivent à avoir 2 enfants, une fille Ludmila et un garçon Yuri. Là je vous vois venir, vous allez me dire mais attends, le portrait que tu nous dresses là c'est le portrait d'un père de famille parfait. Attendez un peu, ça se noircit. Au début des années 1970, Chikatilo obtient un poste d'enseignant et c'est à ce moment-là que son comportement change. Il laisse exploser sa frustration en s'en prenant violemment à une adolescente de 15 ans qu'il plaque contre le sol et ensuite il vient lui agripper les seins et le sexe. Apparemment, il aurait même éjaculé sur elle et c'est seulement le premier incident d'une longue série puisqu'il recommence quelques mois plus tard avec un autre adolescent. Malgré les plaintes des parents et les rumeurs qui circulent disant qu'il se serait masturbé devant des élèves, il n'est jamais inculpé et il continue d'enseigner. Sauf que ça devient de plus en plus problématique, cela arrive aux oreilles du directeur et donc ce dernier laisse 2 choix à Chikatilo, soit il le licencie, soit ce dernier démissionne. Et Chikatilo, peut-être pour sauver un petit peu la face, décide de démissionner de lui-même. Un peu forcé, mais il démissionne volontairement, on peut dire. Jusqu'en mars 1981, il va d'école en école, et si je vous parle de cette date, c'est parce qu'à cette date, il a agressé des enfants dans à peu près toutes les écoles, donc plus personne ne veut l'embaucher. À 35 ans, Chikatilo et sa famille déménagent à Rostov-sur-le-Don, et il commence à travailler en tant que commis à l'approvisionnement dans une usine de construction. Dans son nouveau métier, il achète des matières premières et ça lui permet de beaucoup voyager. En décembre 1978, Elena Zakotnova, 9 ans, rentre de la patinoire et Chikatilo la repère et l'accoste quand cette dernière est à l'arrêt de bus en lui proposant un chewing-gum. Il attire ensuite la jeune fille dans une sorte de cabane qu'il a préalablement louée pour assouvir ses pulsions sexuelles et meurtrières. Chikatilo tente de violer la fillette mais souffrant toujours d'impuissance, il n'y arrive pas et ça le rend fou de rage. Il décide alors de poignarder la petite fille. En fait, quand je vous dis qu'il la poignarde, c'est pire que ça, il la massacre. Il s'acharne sur elle et c'est cet acharnement qui lui permet de jouir. Il jette ensuite son corps dans la rivière Grochevka.
Les enquêteurs ont trouvé des preuves pouvant le relier à Elena, comme du sang retrouvé dans la neige à côté de chez lui, et aussi le témoignage de quelqu'un qui apparemment l'aurait vu parler à la fillette à l'arrêt de bus. Donc la police a sa description, cependant ce n'est pas Chikatilo qu'ils arrêtent, mais un jeune ouvrier de 25 ans qui habitait à proximité. Tout juste sorti de prison, Alexandre Kravchenko avoue le meurtre. Vous vous doutez bien que ce sont des aveux forcés, puis il se rétracte en disant qu'il a été violemment tabassé. Mais rien n'y fait, c'est trop tard, il est condamné à mort et exécuté. Et pendant ce temps-là, Chikatilo, il est tranquille. En 1980, Larissa Ktachenko, 21 ans, a disparu de la ville de Rostov. Elle a été vue pour la dernière fois lorsqu'elle sortait de la bibliothèque et son corps a été retrouvé le lendemain dans une forêt voisine. Elle avait brutalement été agressée, battue et étranglée à mort. Dans ses aveux ultérieurs, Chikatilo a dit qu'il avait essayé d'avoir une relation sexuelle avec elle, mais qu'il n'avait pas réussi, ce qui l'avait rendu fou de rage comme pour sa première victime, et donc il l'avait tuée. Ensuite, il a mutilé son corps avec un bâton pointu et avec ses dents. 9 mois plus tard, Lyubov Biryuk, 13 ans, rentrait du magasin à pied lorsque Chikatilo, qui était caché, a surgi des buissons, l'a attrapé, l'a agressé, lui a retiré ses vêtements et l'a poignardé plus de 20 fois. Son corps a été retrouvé 2 semaines plus tard. Au cours des mois suivants et avant la fin de l'année 1982, Chikatilo a tué au moins 5 autres jeunes âgés entre 9 et 18 ans. Son mode opératoire était d'approcher les jeunes fugueurs et les jeunes enfants sans abri, les attirer vers un endroit isolé, les agresser, puis les tuer en les poignardant ou en les étranglant. Après leur mort, il mutilait violemment leur corps et il a avoué que le seul moyen pour lui d'atteindre l'orgasme était de tuer. En plus des adolescents, Chikatilo a également ciblé des femmes travaillant comme prostituées. Une unité de police de Moscou a commencé à travailler sur les différents crimes et après avoir analysé les mutilations sur les corps, ils ont déduit qu'au moins 4 des crimes étaient l'œuvre d'un seul tueur. En même temps qu'ils interrogent des potentiels suspects qui, entre parenthèses, ont été forcés à avouer et ont été condamnés, les corps continuaient d'apparaître. En 1984, Chikatilo attire l'attention de la police car il a été aperçu dans des gares routières en train de parler à des jeunes femmes à plusieurs reprises et même parfois à se frotter à elles. En fouillant son passé, il découvre toutes les rumeurs liées à sa carrière d'enseignant. La police l'arrête lorsqu'il est en possession d'une mallette contenant de la vaseline, des cordes et des couteaux. Cependant, après une analyse de son groupe sanguin, il n'a pas été relié aux différents meurtres et donc il est relâché. En effet, son groupe sanguin de type A ne correspond pas au sperme retrouvé sur les victimes, sauf que les enquêteurs ignorent que ce cas touche un homme sur 1 million. Aussi, ce qui ne facilite pas l'enquête, c'est que certains croient fermement qu'un serial killer au cœur du paradis soviétique, ça n'existe pas. Donc, les policiers de Rostov ne cherchent pas un meurtrier, mais plusieurs meurtriers. Malgré une série d'arrestations et d'aveux forcés, les cadavres continuent de s'empiler et donc, à la fin de l'année 1985, après de nouveaux meurtres, un homme, Issa Kostoyev, est nommé pour reprendre l'enquête. Les cold cases sont réexaminés et les témoins et suspects qui avaient déjà été interrogés sont interrogés de nouveau. À ce moment-là, la police donne accès à tous les dossiers à un psychiatre renommé de 41 ans, Alexandre Bukhanovsky. Il devient ainsi le premier profileur de l'histoire du crime russe et il dresse un profil psychologique de 65 pages. Pour Bukhanovsky, l'ogre de Rostov est un homme âgé entre 45 et 50 ans, plutôt intelligent, lui-même victime d'abus sexuels dans son enfance. Quelqu'un qui pourrait très bien être marié, mais n'aurait pas de relation sexuelle avec son épouse. Seule la souffrance des autres lui procure une jouissance. En étudiant les lieux du crime, le profileur conclut que le meurtrier exerce une profession qui l'oblige à voyager. L'un des traits clés du profil était que le meurtrier souffrait probablement d'impuissance, qu'il ne parvenait à atteindre l'excitation qu'en tuant et que donc son couteau était un pénis de remplacement. Chikatilo a continué à tuer pendant des années et comme les enquêteurs se sont rendus compte que des victimes et des restes de victimes étaient retrouvés près des gares, ils se sont décidés à déployer des agents en civil et en uniforme le long des voies ferrées sur des kilomètres et des kilomètres à partir d'octobre 1990. Le 6 novembre 1990, Chikatilo a assassiné Svetlana Korostik qui avait 22 ans et ce meurtre aurait peut-être pu être évité. C'est un policier en civil qui l'a aperçu
un peu trop tard, probablement lorsque Chikatilo avait fini de tuer sa victime. En effet, ce dernier s'approchait de la gare et se lavait les mains dans un puits voisin. Il avait de l'herbe et de la saleté sur ses vêtements et aussi une égratignure au niveau du visage. Et bien que le policier lui ait parlé, il n'avait aucune raison de l'arrêter, donc il l'a laissé partir. Le corps mutilé de Korostik a été retrouvé une semaine plus tard à proximité de la gare. L'inspecteur agit, il ressort les signalements suspects et le nom de Chikatilo lui fait tilt puisqu'il se rappelle qu'il était déjà sorti 6 ans plus tôt lors de sa première arrestation. Heureusement pour lui, Chikatilo était déjà dans la base de données et cela va faire avancer l'enquête de manière phénoménale. La police place Chikatilo sous surveillance et ils se rendent compte que ce dernier continue son petit manège dans les gares en tentant des conversations avec des enfants et des femmes célibataires. Le 20 novembre 1990, il est arrêté et est interrogé par l'agent Kostoy. Bien que Chikatilo ait nié à plusieurs reprises toute implication dans les meurtres, on a retrouvé des essais qu'il avait écrits pendant sa détention et qui correspondaient au profil de personnalité établi 5 ans plus tôt par Bukhanovski. L'interrogatoire de l'agent Kostov n'amenait à rien, donc ils se sont décidés à ramener Bukhanovski. Il a passé 2 heures avec lui, où il lui a décrit un petit peu le profil psychologique. Et dans les 2 heures, il a obtenu des aveux de Chikatilo. Et une fois que Chikatilo commence à parler, il ne s'arrête plus et dans les jours suivants, il l'avoue avec des détails horribles, 34 meurtres. Et plus tard, il admet 22 autres meurtres que les enquêteurs n'avaient pas reliés à Chikatilo. Il s'est confessé en disant « Avec cette fille, une femme mariée, j'ai été la honte de tout le village parce que je n'ai pas pu le faire avec elle. Le sexe, ils en parlaient sans arrêt. Il disait « J'ai baisé celle-ci ou celle-là. » Il se moquait de moi. « T'es une gonzesse. » Alors si je ne peux pas, je ne suis pas un être humain. Cela remonte donc à l'adolescence, à ce traumatisme qu'il a eu puisqu'il souffrait d'impuissance chronique. Et le seul moyen qu'il a trouvé pour se venger, c'était de violer, ou du moins de tenter de violer, des personnes qu'il trouvait random comme ça, près des gares. En 1992, Chikatilo est inculpé pour 53 chefs de meurtre et il est reconnu coupable pour 52 d'entre eux. En février 1994, Chikatilo, le boucher de Rostov, a été exécuté d'une balle dans la tête. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai épargné les détails un peu glauques que j'ai pu lire. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.